la mer, un territoire à part. 20 km de côte, la France est le deuxième espace maritime mondial derrière les États-Unis. La mer, les océans, un territoire fragile mais aussi attractif, une ressource inestimable pour notre alimentation, notre santé, notre énergie et j'en passe. Ne dit-on pas d'ailleurs que la mer est l'avenir de l'homme? Nous en parlons avec Claire Fléché, elle est sociologue à l'Université de Lille. Bienvenue Madame Fléché et Pierre-Marie Saradin, spécialiste des abysses Ifremer. Et pour vous interroger, Alexandra Turca, rédactrice en chef du Marin. Bienvenue. Alors, c'est un petit peu le... Voilà. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons explorer en fait complètement dans la suite de ce que nous venons d'entendre qui était absolument passionnant, la dimension territoriale de la mer, ce territoire à part, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de correspondances entre notamment les profondeurs des océans que nous verrons avec Pierre-Marie Saradin, qui est le responsable de l'unité de recherche étude des écosystèmes profonds à l'Ifremer, et ce qu'on vient d'entendre sur les terres australes. Et donc nous allons explorer la dimension territoriale de la mer à la fois dans sa dimension physique, biodiversité, les espèces marines des hauts fonds, et effectivement également dans la dimension humaine, puisque les hommes et les femmes qui travaillent en mer, un peu comme ceux là dont on vient d'entendre parler, qui sont sur cette station au milieu de nulle part, ont une vie complètement à part du fait de ce qu'apporte la mer et des nécessités de la vie à bord des bateaux. Donc, dans les deux cas, vous êtes chercheurs et vous avez donc tous les deux, au départ de vos recherches, eu une période où vous découvriez la mer, vous découvriez ce nouvel espace. Et donc, je vais tout d'abord vous demander, à vous, Monsieur Saradin, et ensuite à vous, Madame Fléchère, de me raconter quels souvenirs vous sont revenus, quels souvenirs de néophytes, si je puis dire, vous sont revenus de vos premiers embarquements. Quelles étaient les premières impressions avant de vous immerger? Alors bonjour d'abord, et je tenais déjà à vous remercier de m'avoir invité, parce qu'on a plutôt l'habitude de participer à des congrès scientifiques, et participer cette fois-ci à un congrès sur le vivre ensemble, ça permet vraiment de faire le lien entre la science fondamentale et tout ce que ça peut apporter vers la société. Ensuite, je vais vous raconter 3 toutes petites anecdotes, effectivement, qui ont été un petit peu des jalons dans ma vie de chercheur, si on peut appeler ça comme ça. La première, alors au départ, je suis un terrien, je viens de Saint-Étienne, donc pourquoi travailler sur la mer? J'étais jeune thésard à l'époque, donc je travaillais à Pau, à l'université de Pau et des Pays de la Dour. Je travaillais sur le devenir du tributier l'étain dans les sédiments du bassin d'Arcachon. On faisait les prélèvements à pied, donc pas encore d'embarquement, mais j'ai eu l'occasion d'embarquer pendant 3 heures sur le Suroît, donc un navire océanographique de l'Ifremer, pour aller effectuer une carotte de sédiments dans la rade de Toulon. Et le premier lien que j'ai eu avec l'Ifremer, ça a été monter à bord de ce navire qui était au mouillage, être invité à la table du commandant, donc qui à l'époque était en uniforme, être servi à table par un maître d'hôtel, et puis une fois que le repas était terminé, que la carotte avait été embarquée, j'ai pu redescendre. Ça, c'était mon premier embarquement, donc assez impressionnant, on va dire, pour un jeune thésard. Ensuite, c'était 2 mois après mon embauche en 1994 comme chercheur à l'Ifremer. Là, c'est mon premier embarquement, donc je pars pendant 5 semaines avec une escale au milieu, donc sur un site qui va devenir ensuite mon site d'études privilégié, donc au large des Açores, 200 000 au sud-ouest des Açores, un site qui s'appelle Lucky Strike, un site hydrothermal. Et on était sur un navire qui s'appelait le Nadir, qui faisait à peu près 80 mètres, avec des conditions qui, avec le recul, c'était il y a 25-26 ans, donc un navire assez petit. On était dans des cabines jusqu'à 5 personnes, avec 3 douches à se partager pour tout le navire. Et les premières plongées en submersible. Donc on voit juste derrière, vous voyez le Nautile, donc le Nautile, un sous-marin habité. Donc la première fois que, après 2 mois de travail à l'Ifremer, je plonge pour la première fois sur les sources hydrothermales et sur ce site qui avait été découvert juste l'année d'avant par des géologues. Donc ça fait tout à fait une réponse à ce qu'a dit Monsieur Lepage précédemment.
Lui avait l'impression de marcher sur la banquise, vraiment moi sur le continent antarctique comme un des premiers hommes. Et effectivement, nous, chaque fois qu'on plonge, on est un peu comme des premiers hommes à voir ces paysages magnifiques. Et puis un dernier truc, je ne sais pas si on a le temps, un dernier point assez intéressant. Alors ça retrace un petit peu l'évolution de ma carrière. En 2001, j'ai effectué pour la première fois une mission en tant que chef de mission. Donc le chef de mission, c'est celui qui a la responsabilité du projet scientifique, donc qui va rassembler tous les projets scientifiques de ses collaborateurs. C'est des projets qui sont quand même assez importants puisqu'on utilise une infrastructure de recherche importante que sont la flotte, qu'est la flotte océanographique française. Donc j'étais pour la première fois chef de mission et pour la première fois j'utilisais un autre submersible, donc qui est un robot téléopéré qui s'appelle Victor. Donc on a dû le voir tout à l'heure sur les photos. Et donc, c'était aussi changer complètement de méthode de travail. Un sous-marin habité va rester 5 à 6 heures sur le fond. Un robot va pouvoir rester jusqu'à 72 heures. Donc, avec des possibilités complètement différentes. Donc, voilà mes trois jalons, 3 repères un petit peu sur ces embarquements. Je vous remercie. Et vous, Madame Fleischer, donc, pour vos recherches, vous avez également embarqué. Donc, vos recherches sont beaucoup plus sont sociologiques, mais de la même manière, il faut s'immerger. Donc, quels sont vos premiers, les souvenirs de vos premiers embarquements, les souvenirs de vos premières impressions? Alors déjà, bonjour et puis merci aussi pour cette invitation. Moi, j'ai engagé ce travail également en tant que doctorante. Donc, j'étais à cette époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais à l'université de Nanterre avec... peut-être cette particularité d'avoir dans ma famille des marins et surtout à la pêche, et puis un fort attrait pour le milieu maritime. Et en fait, pour être honnête, à l'origine, je me destinais un petit peu plus à quitter l'université à la fin du master de sociologie pour engager une formation très courte et professionnelle qui est le CUN pour commencer à naviguer. Et puis, donc parallèlement à un dossier d'inscription au lycée professionnel, j'ai quand même déposé un projet de thèse sur le milieu maritime et sur les marins. Et celui-ci a été accepté. Donc, je suis partie avec un financement de 3 ans, donc un contrat doctoral, pour étudier le travail des marins, leurs conditions de travail et puis leurs conditions d'emploi, sur des navires qui sont exploités à l'international, qui appartiennent à des armateurs français. Voilà, donc l'histoire commence un peu comme ça, avec cette chance d'avoir dans ma famille donc des anciens marins qui m'ont permis de rentrer en contact avec des marins qui étaient jeunes retraités ou qui étaient toujours en activité. Pour resituer un petit peu le début de cette histoire-là, et donc au bout de quelques mois de prise de contact, j'arrive enfin à décrocher mon premier embarquement. Et donc, pour répondre concrètement à votre question, ma première expérience du bateau, en fait, c'est moins le bateau que le port. J'embarque à Rotterdam et c'est incroyable, je passe 2 heures avant de toucher le bateau dans cette immensité portuaire. Le bateau est très très loin en fait. Et donc mon premier rapport avec ça, c'est vraiment d'abord l'espace portuaire, de devoir le traverser à bord d'un taxi, de faire ensuite tous les contrôles d'identité pour enfin approcher la coupée et monter à bord. Donc c'est finalement quelque chose d'assez loin. Voilà. Et puis ensuite, quand on monte à bord, c'est les sensations qui sont mises en mouvement. C'est du bruit, c'est les odeurs, c'est les vibrations. Pour la novice que je suis à cette époque-là, c'est ça qui me prend d'emblée. Et puis, comment dire, la sensation très vite de se dire qu'il faut trouver une place dans un univers qui est extrêmement normé, qui est extrêmement hiérarchisé, et où en fait il n'y a aucune place pour quelqu'un comme moi qui n'est ni marin, ni scientifique, ni même passagère. En fait, je suis un peu voilà, une chose bizarre et dans laquelle... Extraterrestre. Oui, voilà, je suis la sociologue, et puis encore en plus novice. Donc vraiment, il y avait cet impératif-là de se dire il faut trouver une place dans un endroit où il n'y a absolument aucune place pour moi. Et donc la première chose à faire, et ça c'était un conseil qu'on m'avait donné avant de partir, c'était donc effectivement d'aller à la recherche du commandant, du capitaine pour se présenter, puis donc faire sa connaissance immédiatement. Et puis deuxième chose, d'aller demander un bleu de travail et puis des chaussures de sécurité pour se fondre dans ce collectif de travail et puis se faire aussi main d'œuvre supplétive si c'était possible.
Oui, parce que là, on parle vraiment du collectif de travail qui est à bord d'un bateau, de l'équipage en fait. Et c'est vraiment un monde totalement à part, quoi. C'est très loin des clichés qu'on peut avoir quand on ne connaît pas le maritime et qu'on vit à terre, de la plaisance ou de... Voilà, on est vraiment dans un monde complètement fonctionnel. Et donc au final, vous avez trouvé une place sur du long cours, parce que vous m'avez dit que vous avez quand même fait un embarquement d'1 mois. Oui, alors, on y reviendra tout à l'heure, mais vous avez fini par trouver une place. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que la place a été différente sur chaque bateau. Donc c'était aussi, c'est une place qui est adaptative, qu'il fallait trouver en fonction aussi de l'univers que j'intégrais et qui n'est absolument pas, donc à la fois hiérarchisé, mais à la fois différent et propre à chaque bateau, en fonction du capitaine, en fonction de l'ambiance à bord, en fonction des marins qui étaient là, en fonction de la zone de navigation et du produit aussi transporté. Donc voilà, des fois j'ai pu travailler, des fois je n'ai pas pu travailler, j'ai pu accompagner les marins au travail, mais donc à chaque fois il a fallu négocier une place qui était à chaque fois spécifique et changeante à chaque embarquement. Ouais, donc les univers explorés en mer, qu'ils soient humains ou qu'ils soient physiques ou profonds, sont compliqués d'accès, c'est vraiment un territoire à part. On va revenir vers vous, Monsieur Saradin. Donc en fait, en France, vous êtes connu comme le spécialiste des abysses. Ça fait rêver ce terme. Vous parlez d'environnement profond, mais nous, on parle d'abysse. C'est très vernien, mais on parle de planètes inconnues. A priori, ce que vous m'avez dit l'autre fois, enfin, pas si inconnu que ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on l'explore. Donc, qu'est-ce que représentent aujourd'hui les abysses dans notre connaissance humaine en termes de potentialité? Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est quoi l'état des connaissances sur ces profondeurs? Alors, le sujet est vaste, hein, et puis je ne suis pas non plus un spécialiste des abysses, ça me dépasse complètement. Je travaille spécifiquement plutôt sur les sources hydrothermales, donc c'est une toute petite partie des abysses. Par contre, on peut effectivement faire un petit tour d'horizon, un petit voyage dans les grandes profondeurs. Et d'abord, qu'est-ce qu'on appelle océan profond? Pour nous, l'océan profond, c'est à partir de 200 ou 1000 mètres, à partir du moment où la lumière ne pénètre plus. Donc la lumière ne pénètre plus, on n'a plus de photosynthèse, donc on n'a plus d'algues. Donc sur le fond, on va avoir seulement des animaux et des micro-organismes. On peut peut-être repasser les photos si c'est possible pendant que vous parlez. Allez-y. Donc je continue. Alors quelques chiffres, hein, ça fait toujours important de sortir quelques chiffres. Donc c'est l'océan profond, donc au-delà de 200 ou 1000 mètres de profondeur, c'est 66% de la surface de la Terre. C'est tout ça simplement pour vous dire que c'est un écosystème qui est énorme, peut-être le plus gros de la planète, avec une profondeur moyenne de 3800 mètres, la fosse des Mariannes qui descend jusqu'à presque 12 000 mètres. Et ce qui est intéressant, c'est que actuellement, on sait, les calculs montrent qu'on a exploré à peu près seulement 5% de ce volume, on va dire, avec des submersibles habités ou inhabités, et que seulement 0,01% ont été étudiés de manière très très précise, c'est-à-dire avec la présence de sous-marins habités ou inhabités. Donc ça correspond à peu près à 20 terrains de football. Donc effectivement, on connaît quand même encore très peu de choses. Mais qu'est-ce qu'on connaît ? Une évaluation sur la biodiversité, justement, a eu lieu c'était en quelle année ? C'était en 2010. Donc c'était un programme qui avait pour objectif de recenser toute la vie marine connue. Et donc en 2010, on connaissait à peu près 250 000 espèces marines. Et les prévisions, les évaluations montraient que, en fait, on s'attendait à en trouver entre 1 et 10 millions. Donc on a encore énormément de travail à faire. Et tout ça sans compter, sans estimer le compartiment microbien. Le compartiment microbien, là je ne sortirai même pas de chiffres parce que ça va nous dépasser. Alors, après, qu'est-ce que c'est les écosystèmes profonds? Donc comme tout écosystème, comme sur Terre pratiquement, c'est vraiment une question de disponibilité de l'énergie. Donc on s'aperçoit que c'est une mosaïque d'énergie qui va dépendre de deux grandes sources d'énergie différentes. Bien sûr, ça va dépendre aussi de la profondeur, du substrat, des choses comme ça. Mais l'énergie est bien sûr essentielle. La grande majorité du fond des océans, c'est quoi? C'est une plaine abyssale. Donc c'est la vision qu'on avait il y a une quarantaine d'années, donc une plaine abyssale avec très peu de gros organismes. Donc c'est des organismes qui vont être plutôt dans la première partie du sédiment. Et ces organismes vont bénéficier de matière organique détritique. Donc c'est la matière organique qui va être produite par la photosynthèse dans les premiers centaines de mètres de l'océan, qui vont sédimenter. Cette matière organique va se dégrader tout au long de sa descente et arriver sur le fond.
Et sur le fond, elle va être utilisée par des petits organismes qui vont être après mangés par des plus gros organismes. Donc là, on va avoir une diversité, donc un nombre d'espèces différentes très très importante, mais avec des biomasses, donc des poids d'organismes vivants assez faibles, puisqu'il y a peu d'énergie. Ensuite, on a eu une grosse révolution dans les années 76. Donc, c'était la découverte des sources hydrothermales. Et donc, alors là, justement, on est sur des sources hydrothermales sur les photos, donc sur le site Lucky Strike au large des Açores. Donc, des géologues ont découvert une source d'énergie alternative. Ils travaillaient sur la tectonique des plaques, ils cherchaient des sources d'eau chaude. Et autour de ces sources d'eau chaude, ils ont trouvé une vie complètement exubérante qu'on a appelée les oasis des fonds des mers. Et on s'est aperçu, donc les biologistes de cette époque se sont aperçus que c'était des micro-organismes qui prenaient la place des plantes pour produire la matière organique en utilisant l'énergie chimique amenée par ces fluides hydrothermaux. Et donc ça, c'est des écosystèmes qui vont être très très limités dans l'espace puisque ils ont un besoin absolu de cette source d'énergie. C'est la première fois qu'on découvrait des écosystèmes sans lumière ? Au fond des océans, oui. Ouais. Après, il y a des écosystèmes sans lumière dans les grottes côtières ou les choses comme ça. Mais avec cette source d'énergie alternative, c'était la première fois. Et ça a donné énormément de questionnements scientifiques, puisque ce fluide hydrothermal également était très très chaud, complètement très acide, avec des pH de 3, anoxique, donc sans oxygène, avec des compositions en composés métalliques théoriquement toxiques assez importantes. Donc ça nous a ouvert des questions sur l'adaptation en profondeur, l'adaptation à la température, l'adaptation à la radioactivité, enfin toutes ces questions-là. Et ça a aussi posé la question des origines de la vie, puisqu'on s'est aperçu que dans ces fluides hydrothermales, on était capable de trouver de la matière organique produite chimiquement. Donc des petites protéines, des petites molécules organiques. Donc ça reste, on ne sait pas si c'est une hypothèse, mais ça ressemble quand même à ce qu'on appelle la soupe prébiotique. Ensuite, un autre paysage qu'on va retrouver aussi, alors cette fois-ci sur le talus continental et les canyons, c'est les coraux profonds. Donc c'est des coraux qui on les réétudie depuis une dizaine d'années puisqu'ils ont été énormément impactés par la pêche profonde. Donc c'est des organismes qui vont profiter des forts courants qui vont leur amener des particules enrichies en matière organique. Et c'est un écosystème qui rend énormément service puisque formant des structures en 3 dimensions, ça va accueillir ça va servir de frayère, de zone de nourriture, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont été énormément impactés par la pêche. Et actuellement, la pêche profonde a été interdite au-delà de 800 mètres de profondeur. Et enfin, non, c'était à peu près tout pour ce balayage rapide de certains écosystèmes qu'on peut trouver sur le fond. Et merci pour cette plongée abyssale. On a l'impression de se retrouver exactement comme en Terra Deli, quoi. Je trouve que le rapport est très, très parallèle. Et donc, on va revenir vers vous, Madame Fleischer. Donc là, on était sous les mers, enfin beaucoup. Et en surface, il y a donc tous les hommes et les femmes, surtout les hommes, mais il commence à y avoir des femmes aussi embarquées, qui sont vraiment les soutiers du commerce mondial, puisqu'aujourd'hui, 90% du commerce mondial, je pense que certains le savent ici, mais d'autres non, 90% du commerce mondial passe par les mers. Donc les hommes et les femmes qui sont embarqués à bord des navires de commerce maritime, ils ont un rôle énorme. Mais effectivement, on parle de soutiers, ou ça pourrait être des gens qui sont invisibles pour le grand public. Et donc vous vous êtes penché sur la façon dont ils vivent, parfois plusieurs mois, parfois la moitié de l'année, enfin de manière embarquée, et puis sur leurs différents statuts. Donc quels sont les principaux enseignements que vous avez retirés de vos recherches ? Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus, effectivement, mais peut-être pour resituer, c'était effectivement une de mes questions de départ, de partir de cette interrogation, savoir comment est-il possible que, alors même qu'effectivement ces personnes-là transportent 90% du volume de marchandises produites au monde, comment se fait-il qu'aussi peu de personnes connaissent leur quotidien ? Donc c'était ça vraiment qui m'intéressait, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment, véritablement en mer, et puis sous quelles conditions. On sait très bien que la baisse du prix des objets de consommation résulte aussi d'une baisse de la rémunération du travail de ceux et de celles qui transportent ces biens. Donc j'avais aussi cette interrogation-là, savoir quelles étaient leurs conditions d'emploi et à quelles conditions ils étaient donc recrutés, sur quel marché du travail, et puis comment est-ce qu'ils étaient rémunérés.
Donc c'était effectivement ça, d'aller au-delà de cette invisibilisation de leurs conditions de marins, alors même qu'ils étaient donc essentiels aux échanges internationaux et puis à la mondialisation de nos économies à l'heure actuelle. Peut-être donc pour pointer différents points, on pourra revenir s'il y a des questions ensuite. La première chose qui saute aux yeux, c'est bien éloigné de cette image romanesque des corto-maltaises qui visitent toutes les mers du monde et tous les ports du monde. Les marins vivent dans un isolement qui est extrêmement fort pour plusieurs raisons, notamment du fait de l'accélération des échanges et de l'exploitation en flux tendu des navires. Donc moi j'ai embarqué surtout au pétrole, mais les bateaux qui sont extrêmement soumis à ce flux continu, ce sont les porte-conteneurs qui donc circulent de manière continue et selon un rythme très élevé et qui a pour conséquence directe pour les marins de ne plus pouvoir sortir lors des escales. Les effectifs à bord étant extrêmement réduits, on compte environ 20 personnes pour des navires qui peuvent faire 300-400 mètres de long. Tout le monde est mobilisé lors de ces escales, de ces opérations commerciales qui correspondent à un temps de travail très intensif. Donc tout le monde est mobilisé, si bien qu'il est très très compliqué de prendre un peu de temps pour fouler la terre ferme, aller boire un verre, et ne serait-ce qu'aller au Seamen's Club, donc qui sont ces espaces de sociabilité dans les ports, et où les marins peuvent avoir une connexion Internet pour notamment appeler leur famille. On parle là de marins donc de diverses nationalités. Moi j'ai embarqué sur des bateaux où les équipages étaient composés de Français pour les postes d'officiers et puis de marins donc, aux nationalités plus diverses, donc les Philippins en premier lieu pour les membres d'équipage, donc les ouvriers mécaniciens et les matelots, mais aussi beaucoup de marins de pays d'Europe de l'Est qui constituent aussi donc un bassin d'emploi prisé pour les armateurs. Donc un isolement très très fort et donc une vie en huis clos qui est extrêmement structurante pour le collectif de travail. On vit tous ensemble, donc c'est 20 personnes pour des mois durant, avec donc des espaces de sociabilité qui sont très très restreints. Je continue. Oui. Dans ce huis clos, on a une vie un quotidien qui est extrêmement normé, avec des horaires de travail très régulés, donc qui varient selon le poste de travail occupé. Au pont, vous avez un rythme qui est organisé par quart. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à la passerelle pour faire la veille. Et puis à la machine, ils sont organisés sur un rythme à la journée, de 8h à 18h, avec donc, depuis que les machines sont automatisées, un système d'alarme qui s'enclenche à partir de 18h. Voilà. Mais donc du coup, des espaces de sociabilité très restreints et donc une vie en huis clos qui fait que les marins sont embarqués tout le temps au travail. Là où nous, terriens, une fois qu'on ferme la clé de notre bureau, qu'on quitte notre poste de travail, on est a priori, c'est pas évident, mais a priori en dehors de notre sphère de travail. Voilà, les marins embarquent selon leur nationalité, avec des temporalités différentes. Les Français sont sur un rythme de 2 mois embarqués, 2 mois de congé, 2 ou 3 mois. Avec une correspondance entre une journée embarquée égale une journée de congé. Donc ça résulte du statut de marin qui concerne donc les Français. Les marins étrangers, eux, sont embarqués beaucoup plus longtemps. Ils sont sous un statut qu'on appelle le freelance, donc un statut de travailleur indépendant. Ils ne sont pas salariés au sens juridique du terme. Et donc, selon leur nationalité, ils relèvent de droit du travail qui est différent. La logique, pour le faire vite, est que le droit du travail dont relève la personne est le droit du travail de sa nationalité. Voilà, donc du coup, les marins philippins, pour ce que j'ai pu en voir, embarquent au minimum 6 mois. Ça peut aller jusqu'à du 12 mois. Les marins européens qui sont issus de pays d'Europe de l'Est, donc Roumanie, Bulgarie, Lettonie, par exemple, embarquent sur un rythme de 4 mois. Et donc là, il n'y a pas d'équivalence entre le jour embarqué et le jour de congé, vu qu'ils sont indépendants. Ils ne sont rémunérés que sur la durée de leur contrat de travail. Et une fois qu'ils sont débarqués, ils sont hors contrat. Et donc, ils doivent repartir à la recherche d'un nouveau contrat, s'ils le souhaitent, quand ils le souhaitent. Mais donc voilà, le temps hors embarquement est complètement déconnecté du temps embarqué. Voilà. Donc ça veut dire que sur une même unité de lieu,
C'est quelque chose qu'on imaginerait quand même beaucoup plus rarement à terre. Sur une même unité de lieu, les conditions de rémunération, le droit du travail appliqué, voire même les horaires, sont fondamentalement différents, alors que c'est des gens qui se croisent tous les jours, mais selon le lieu où ils sont nés, alors qu'ils travaillent au même endroit, et parfois sur des fonctions similaires, ils n'ont pas du tout les mêmes règles qui s'appliquent à eux. Ça crée des tensions à bord? Alors oui, effectivement. J'imagine. Oui et non, en fait. Enfin, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Juste pour revenir, en sociologie, on parle de segmentation du marché du travail. C'est effectivement cette situation-là pour parler de... En gros, c'est à poste égal, et pour le même travail, on va avoir des conditions de rémunération, des conditions d'emploi qui sont variables, et ces variations découlent donc de la nationalité des personnes en présence. Les tensions s'observent en situation de crise. Alors, je peux vous raconter des anecdotes si vous le souhaitez. De manière générale, ces tensions sont passées sous silence au nom d'une règle globale à bord qui dit qu'il faut absolument éviter tout conflit. On est dans un huis clos et il faut préserver la paix sociale envers et contre tout. Néanmoins, avec notamment les transformations du métier, l'intensification du travail, des tensions peuvent se faire voir de plus en plus fort et donc peuvent recouper, mais pas automatiquement, peuvent recouper ces segmentations ethno-raciales. Oui, parce que la paix sociale dans un lieu clos où on vit pratiquement une vie monacale, parce que moi j'ai entendu des témoignages de marins, maintenant c'est plus parcourir le monde, c'est on part avec des gros disques durs de DVD, enfin c'est impressionnant quand même la transformation en 20 ans. Et en plus, effectivement à bord, sur le même navire pour le coup, on n'est pas du tout soumis aux mêmes conditions. Donc c'est vrai que ça fait vraiment un territoire à part. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas ça dans un lieu de production. Il peut y avoir des gens qui sont d'origine différente, mais normalement s'ils font la même tâche, ils ne vont pas se retrouver à être, par exemple, un temps de travail différent à terre. C'est pas autorisé, quoi. Oui, disons que le bateau se fait microcosme en fait de cette mondialisation du travail. On peut retrouver ces phénomènes sur des chantiers dans le BTP et notamment là avec le travail détaché ou je pense à des travaux de sociologie qui ont été faits aussi dans le BTP avec l'emploi des travailleurs sans papier. Enfin, on retrouve ces formes de segmentation, mais là dans le bateau, c'est vraiment ça explose, ça saute aux yeux. C'est 20 personnes, donc c'est sûr que ça fait effet loupe sur des processus qu'on peut voir ailleurs. Je vous remercie. Je vais vous poser une même question à l'un comme à l'autre avant qu'on arrive aux questions du public, mais vraiment brièvement. De vos expériences maritimes, différentes, mais avec un certain nombre de points communs, parce que vous avez aussi connu la vie à bord, quels enseignements avez-vous retirés qui vous semblent importants quand vous revenez à terre de transmettre autour de vous? Quel est l'enseignement que la mer et ce travail sur l'aspect maritime vous a apporté? Alors la première chose, c'est vraiment issu des résultats des recherches qu'on mène. C'est à quoi sert cette connaissance fondamentale qu'on acquiert. La première chose, c'est mieux connaître pour mieux comprendre et pour mieux protéger. On s'apercevait il y a une trentaine d'années, on pensait que les écosystèmes profonds étaient une zone complètement isolée, et c'est pourquoi il y avait des projets d'enfouissement de déchets radioactifs dans le golfe de Gascogne. On s'aperçoit actuellement, notamment avec tous les travaux effectués par les océanographes physiciens, que le lien entre le fond et la surface est évident. Donc tout se mélange et on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi sur le fond des océans. On s'aperçoit très très bien, par exemple, qu'on a retrouvé des microplastiques, voire des polluants organiques persistants dans des organismes à plus de 7000 mètres de profondeur. Donc toute action humaine a une réaction dans l'écosystème. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un petit peu... c'est se rendre compte qu'on a la chance d'avoir un métier qui est passionnant. Et c'est aussi pour ça que être invité dans des événements comme ça nous permet de transmettre ces résultats pour dire attention, c'est des écosystèmes qui sont importants et chaque fois qu'on va les impacter, on peut avoir un retour. Mais également, c'est aussi pour attirer des jeunes chercheurs. C'est un métier qui est très très difficile aussi parce que très sélectif, mais c'est un métier qui est vraiment passionnant et avoir la chance d'embarquer. Nous, c'est pas du tout comme Claire. Nous, quand on embarque pendant 3 semaines, tout est fait pour que vous puissiez assouvir votre passion
Et votre travail est une partie de vos passions. Donc pendant 3 semaines, tout est fait pour que vous travailliez. Alors des fois, c'est 10, 12, 15, 20 heures par jour. Mais voilà, c'est peut-être un des seuls moments où vous avez la possibilité de faire ça. Vous n'avez plus de charge d'enfants, vous avez seulement votre lit à faire. Donc c'est une chance énorme. Et enfin, et je puis termine. à plonger à 800 mètres de profondeur, mais c'est un détail. Oui, ça fait partie des expériences, quand on met des anecdotes, il y en a plein, effectivement, un pique-nique à 2000 mètres de profondeur dans le Nautile, c'est un souvenir inoubliable, quoi. C'est un peu, voilà, avec un petit verre de vin, puis c'était le 14 juillet en plus. Et juste pour finir, c'est une réflexion que le PDG d'Ifremer a fait la semaine dernière pendant ses vœux, et que j'ai trouvé très très belle. Il n'est pas dans la salle, hein, je vous rassure. Mais c'était simplement, la connaissance doit être belle, utile et partagée. Et donc c'est vraiment aussi, ça fait tout à fait sens avec l'objectif de l'événement aujourd'hui. Merci beaucoup. Et vous, Claire ? Je reprendrai bien votre formule sur mieux connaître pour mieux comprendre et mieux protéger, mais du coup sur l'aspect social pour le coup. Et je vais faire un peu un clin d'œil à l'actualité du moment. Les marins sont la profession à avoir mis en place le premier système de protection sociale pour les risques de la vie, la vieillesse, la maladie, et puis le chômage pour les marins eux-mêmes et pour leurs familles. Et c'est aussi depuis les années 70 la profession qui met à mal le plus frontalement ce système de protection sociale à travers cette internationalisation du recrutement. Voilà, donc du coup je voulais un peu terminer là-dessus aussi en disant que regardez ce qui se passe en mer aussi du point de vue de l'emploi et du travail, du social, nous apprend énormément sur ce qui se passe ensuite à terre. Voilà, il y a des auteurs qui parlent du secteur maritime comme une avant-garde de la mondialisation, une avant-garde du capitalisme et je trouve cette affirmation relativement vraie. Je vous remercie. On va vous libérer, Claire Fléché, Pierre-Marie Saradin, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venus nous parler de la mer, ressources inépuisables, inestimables. Et merci Alexandra Turca, rédactrice en chef du Marin.